Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée, me demandant quel matériel j'utilise pour enregistrer mon podcast. Je vais te dire tout ce que tu dois savoir. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment j'enregistre mon podcast, quel est le matériel que j'utilise. Parce que c'est une question qu'on m'a posée. Tu vois, aujourd'hui, j'ai mis ma casquette du Hamsters Running Club parce que c'est une question qui m'a été posée par rapport à mon podcast Kilomètre 42, mais en fait j'utilise le même matériel, exactement la même configuration pour tous mes podcasts, pour tous les podcasts que j'ai fait, c'est-à-dire en fait que ce soit votre coach web, que ce soit mes formations aussi, que ce soit Kilomètre 42 donc, que ce soit aussi Nouvelle Vie, mon podcast Créer un podcast génial maintenant qui est arrêté, bref, tous les podcasts que j'ai enregistrés ces dernières années, et ça veut dire à peu près 800 à 900 épisodes, ont quasiment tous été enregistrés sur la configuration que je vais te donner maintenant. Toutefois, avant, je dois te dire que je n'ai pas commencé avec ce matériel-là. J'ai commencé avec un matériel tout à fait différent et beaucoup plus simple. Et tu l'as forcément, tu vois, je suis en train de le chercher, tu l'as forcément avec toi quelque part. Ce sont les écouteurs de mon iPhone, voilà, tout simplement. J'ai enregistré à peu près une centaine d'épisodes avec les écouteurs de mon iPhone. Ou alors aussi avec un micro-cravate. Alors avec un micro-cravate très simple, le Rode SmartLav Plus, le SmartLav au départ et le SmartLav Plus, qui est un micro-cravate très simple qui se branche sur un téléphone, sur n'importe quel téléphone. Tu as besoin d'un adaptateur si tu le branches sur un iPhone récent, parce que tu sais, les iPhones n'ont plus de prise jack, mais ça, je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je t'ai montré exactement un adaptateur, et même un adaptateur qui permet de brancher deux micros comme ça, qui te permet donc de faire de l'interview, donc ça, je t'ai déjà montré ça. Mais en studio, j'utilise un matériel qui est un petit peu différent, bien entendu, parce que quand je dis studio, c'est mon bureau, mais c'est toujours tout démarré en fait. C'est toujours extrêmement installé, c'est-à-dire que j'avais fait une vidéo qui montrait mon studio complet, comment c'était organisé, donc tout est toujours installé. En fait, pour enregistrer du podcast tous les jours, il fallait que mon matériel soit toujours prêt, que j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer, et donc j'avais organisé mon bureau pour qu'il soit un mini studio d'enregistrement et que ce soit le studio qui soit le plus simple possible et vraiment qui fonctionne pour moi le plus rapidement, c'est-à-dire que je m'assois, j'appuie sur le bouton enregistrer, j'ai pas trop de réglages à faire et tout fonctionne vraiment parfaitement bien. Alors, quel est donc le matériel que j'utilise ? Là tu en vois une partie. Le cœur de la question qui a été posée, c'est le micro. Alors, le micro, en fait, c'est un micro de la marque Blue, Blue qui est très connu pour certains de ses micros. Celui-ci est moins connu et en fait je pense qu'ils ont fait un petit bid, c'est le Raspberry, qui a un micro qui a une caractéristique en fait, c'est qu'il avait pensé pour avoir un usage très mobile, dans l'idée où il est livré avec deux câbles, un câble qui permet de le brancher sur de l'USB classique et un câble qui le permet de le brancher sur une prise Lightning, donc directement sur un iPad ou sur un iPhone. Moi c'est comme ça que je l'ai souvent utilisé. Par exemple, je suis parti en vacances avec le micro, j'installe le micro sur la table, je branche sur mon iPhone et l'iPhone reconnaît le micro et je peux enregistrer directement mon podcast avec. Alors, je le fais moins maintenant, tu vois, il est attaché en fait sur un bras articulé, on le voit pas trop, mais il est attaché sur un bras articulé, donc il ne bouge plus, mais en fait j'ai un deuxième micro, parce qu'on en a acheté deux, il y en a un pour ma femme aussi, c'est exactement le même micro, donc si je voulais me déplacer, je pourrais prendre le micro de ma femme, aller un petit peu où je veux, je peux me le poser n'importe où, et ça fonctionne très bien. Alors, c'est un micro qui ne se fait plus, j'ai regardé, tu le trouves plus sur Amazon, donc je peux pas te mettre de lien affilié pour l'acheter, il n'existe plus sur Amazon, le constructeur l'a arrêté, et c'est bien dommage. En revanche, je pense que si tu cherches un micro intéressant, tu peux aller chez Rode, où tu as le NT USB et tu as le NT USB Mini. Le Mini est un petit peu dans la même catégorie que celui-ci. Tu peux le brancher aussi sur un iPhone ou une tablette, avec un adaptateur, en fait, tout simplement. Il te suffit de trouver l'adaptateur qui va bien, et tu sais qu'il y en a pléthore d'adaptateurs, il y a plein d'adaptateurs qui permettent de brancher n'importe quel micro USB sur une tablette, c'est une question d'alimentation ensuite, si tu as suffisamment de batterie, si ça pompe ou pas, mais celui-ci, le Rode NT USB Mini, je crois qu'il appelle, lui, il permet de le faire. En tout cas, eux, ils garantissent qu'il le fait, donc tu peux le faire, et ça doit marcher aussi, j'imagine, en fait, sur tout appareil qui a une prise USB, et avec le bon câble, câble qui soit compatible. L'avantage de ce micro, pour moi, c'est que, comme il est USB, il se branche directement sur l'ordinateur, sur n'importe quel ordinateur, du moment que tu as un ordinateur finalement avec une prise USB, donc finalement tous les ordinateurs, et que tu n'as pas besoin d'avoir des tables de mixage, tu n'as pas besoin d'avoir des câbles. Tu vois, moi j'ai juste un câble qui est branché directement sur l'ordinateur pour l'USB, et ensuite il y a un autre câble qui va me permettre de brancher un casque dessus, un casque audio, puisque tu as une prise son, alors là on le voit légèrement par ici, là tu vois un petit truc blanc
qui est tout simplement la prise, le micro, enfin un casque, pardon, pour écouter le son, pour avoir un retour, parce que moi j'aime bien avoir le retour directement dans le micro et non pas passer par l'ordinateur. Donc ce micro, pour moi, il est très satisfaisant. Alors bien sûr, après, on pourrait dire que le NT USB a une qualité qui est meilleure, et je pense qu'elle est largement meilleure. Celui-ci n'est pas exempt de défauts, par exemple dans le captage des bruits alentour, hein, ça dépend aux heures où tu enregistres, il y a des bruits qui peuvent beaucoup résonner, et je me suis rendu compte aussi avec ma femme, quand on enregistrait avec chacun le micro, on avait un problème d'écho, c'est-à-dire qu'on entendait ce que l'un et l'autre disaient, les deux en fait se répondaient. Alors moi j'arrivais à l'atténuer au montage, tout simplement en synchronisant bien les pistes. Finalement on l'entendait pas, mais il y a eu des épisodes où on l'entendait extrêmement fort, ça faisait une espèce d'écho qui était très désagréable. Donc c'est pas fait pour enregistrer des épisodes à plusieurs, mais dans tous les cas, si c'est un micro que tu n'as pas, tu peux pas l'enregistrer, tu peux pas l'acheter, donc tu n'auras pas ce problème-là. Et si tu veux faire du podcast où il y a plusieurs personnes autour de la table, il te faut des micros qui captent moins de choses, mais qui captent vraiment ce qu'il y a devant la bouche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme matériel ? Un filtre anti-pop, voilà, c'est très logique, il te faut un filtre anti-pop. Sur la plupart des micros, désormais, tu as des filtres anti-pop qui sont adaptés. Chez Rode, par exemple, sur le NT USB, il est devant, tu le vois souvent, c'est un micro noir avec un filtre anti-pop noir, donc il est tout intégré, tout fixé. Sur le NT USB mini, ils disent qu'en fait, il est à l'intérieur, et officiellement, de celui-ci aussi, il y a un filtre anti-pop à l'intérieur. C'est juste, en fait, tu te rends compte qu'avec un vrai filtre anti-pop, c'est plus efficace. Voilà, c'est une question d'efficacité qui est largement supérieure, et puis tu peux le placer un petit peu différemment. Ensuite, là, tu le vois pas, mais c'est de descendre un peu la caméra, hop, tu vois là, donc on voit bien, à ce moment-là, ici, on voit bien le bras là qui part, et puis ici, j'ai tout simplement une mousse acoustique de chez Neewer. Là, ce sont des mousses, comme ça, et ici, donc, il y a une espèce de bouclier, on va dire, hein, voilà. L'avantage, en fait, c'est pour essayer de couper la réverbération des ondes, parce que le problème, en fait, de la voix, c'est que ça se réverbère, et là, bien sûr, en face de moi, ce que tu vois pas, c'est-à-dire que de chaque côté de l'appareil photo qui filme cette vidéo, il y a un écran d'ordinateur, j'ai des fenêtres aussi dans le bureau. Alors même si j'ai beaucoup de choses, hein, vraiment beaucoup de choses sur mon bureau, j'ai même un grand tapis de mousse en dessous, enfin j'ai plein de petites choses comme ça. C'est vrai que le filtre en lui-même, il améliore un petit peu, il coupe un peu la réverbération, notamment par rapport aux écrans, mais tu vois que là il est pas devant moi, hein, tu le vois pas normalement. Et en fait, ça pose un problème, c'est qu'il n'est pas assez grand, il faudrait que je le mette sur un pied, là tu vois, il y a une petite fixation pied qui me permettrait de le mettre sur un pied, de le monter, pour qu'il soit vraiment, parce que normalement dans l'idéal, il faudrait qu'il soit comme ça. Là tu ne me vois plus, mais ça serait l'idéal, il faudrait vraiment qu'il soit comme ça. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, j'avais fait une vidéo sur le sujet, c'est que pour faire les vidéos, le micro, je le descends. Tu vois, il est descendu derrière la mousse, et donc à ce moment-là, la mousse, elle fonctionne vraiment, et moi, quand je suis en mode podcast sans la caméra, je peux le mettre sur une boîte et remonter la mousse anti-bruit, hein, finalement, et donc je reviendrai à une configuration plus studio. Bon, je t'avoue, en fait, hein, moi j'ai pas l'oreille assez fine pour ce que je fais, et puis en plus, comme je compresse mes sons en mono, hein, je les enregistre en stéréo, mais je les compresse en mono, il y a tout un tas de subtilités sonores qui disparaissent, je pense, et donc je suis pas sûr que ça fasse un gros écart, mais ça, il faudrait vraiment faire une écoute vraiment approfondie entre les premiers épisodes que j'ai fait dans cette configuration-là sans la mousse, et ceux que j'ai fait ensuite avec la mousse. Alors je dois aussi te préciser que si j'ai fait ça avec une mousse comme ça, c'est que mon idée de départ, c'est que je ne veux pas mettre de la mousse au mur, des mousses noires pas belles, hein. J'aime bien avoir un environnement, un bureau, tu vois, où derrière, bon, j'ai de la décoration, mais j'ai des murs clairs, je veux pas avoir des murs foncés pleins de mousse, et il y aurait une autre solution, ça aurait été de faire du bricolage, ça aurait été de mettre des mousses contre le mur, avec des plaques dessus, les repeindre, etc. Ça faisait perdre beaucoup d'épaisseur dans les murs, et donc il fallait pas refaire tout un tas de travaux, il fallait remettre des plaques complètes, et au bout d'un moment, ça coûtait très cher. Donc moi, je suis parti sur une solution extrêmement simple, c'est de prendre une mousse comme ça qui coûte une trentaine d'euros, le filtre anti-pop il coûte une quinzaine d'euros, le micro t'en as pour une centaine d'euros, donc tu vois en équipement studio ça fait pas très cher. Si tu dois prendre des mousses, tu dois coller ça au mur, si tu dois mettre de la peinture avec des plaques dessus, de la peinture, etc., ça sera beaucoup plus efficace, mais le coût du studio sera beaucoup plus élevé, et comme je l'ai dit, en fait, si tu as une pièce qui est assez insonorisée, en tout cas assez meublée, parce que c'est l'important, c'est qu'il y ait des meubles, finalement, tu n'as peut-être pas besoin de mettre autant de mousse un petit peu partout. Et je te ferai une vidéo un jour où je te montrerai qu'avec une simple couverture, tu peux améliorer très largement le niveau sonore
juste parce que la couverture va absorber le son. Mais tu poses une couverture sur un bureau, ça peut largement suffire déjà pour améliorer le son. Je te ferai une démonstration dans une vidéo prochainement. Maintenant qu'on a parlé de la partie technique, parlons de la partie logicielle. J'enregistre tous mes podcasts avec le même logiciel qui s'appelle Hindenburg. Alors Hindenburg, c'est pas le logiciel le plus connu, pourtant c'est un logiciel qui est très puissant, qui s'appelle Hindenburg Journalist. Il y a une version pro, j'ai longtemps utilisé la version pro, maintenant j'utilise la version plus classique. La version pro, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux enregistrer du Skype directement et tu peux enregistrer plusieurs voix directement sur le même logiciel avec plusieurs micros. Mais comme la plupart de mes épisodes sont faits tout seul, je n'ai pas besoin de ça. Et quand je fais du Skype, en fait, j'ai un logiciel spécifique qui s'appelle iCam pour enregistrer le Skype. Alors pourquoi j'utilise d'abord Hindenburg Journalist ? C'est que je le trouve plus simple et plus sympathique que Audacity. Alors bien sûr, il y a un coût qui est d'une centaine d'euros. Mais vraiment, moi je trouve beaucoup plus pratique, beaucoup plus sympathique. Il a un compresseur intégré pour améliorer la qualité du son, et en fait il mesure aussi le volume audio, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fini d'enregistrer ton son, en fait il va monter tout seul le niveau sonore pour avoir un son qui soit correct. La version pro, elle ajoute aussi des compressions, des niveaux sonores plus fins, et notamment sur l'export, elle met un niveau sonore qui te permet d'avoir tous les épisodes de podcast systématiquement toujours au même niveau sonore, c'est-à-dire que quelqu'un qui écouterait 2-3 épisodes de podcast enregistrés des jours différents, il aurait finalement toujours le même niveau sonore. Voilà, ça fait partie des petits ajustements. Moi, j'avais pris la version Journalist Pro en location, c'est-à-dire que je payais tous les 4 mois une nouvelle licence, et puis un jour j'ai dit, finalement j'utilise pas vraiment les fonctionnalités de Journalist Pro, et donc je me contente de la version Journaliste, qui pour moi me suffit largement, qui est très pratique, tu peux couper, c'est des multipistes, j'ai un fichier de base dans lequel j'ai mon intro et ma conclusion, donc moi ensuite j'enregistre, je mets ma voix, je fais mes petits montages si j'en ai besoin avec mes coupes, etc. Et ça me suffit très largement, et je te précise, en fait, je suis un petit peu allergique à GarageBand, je trouve que c'est pas du tout pratique pour du podcast, pourtant j'ai monté des épisodes de podcast avec GarageBand, et Audacity, qui est un logiciel très puissant, c'est pareil, j'en suis pas extrêmement fan, donc c'est pour ça que j'ai choisi Hindenburg Journalist. Comme je te disais, quand je fais des interviews, je passe par un logiciel qui s'appelle iCam Call Recorder, et qui est en fait enregistré dans Skype, c'est un greffon qui se rajoute sur Skype, donc dès que je démarre Skype, le logiciel se démarre, et en fait il est capable d'enregistrer l'audio et la vidéo, et le gros avantage c'est qu'il permet de faire un export de l'audio simplement, mais avec des fichiers séparés, comme il est capable de faire un export des vidéos avec les fichiers séparés, ou alors de faire des montages où tu mets les deux vidéos l'une à côté de l'autre. Si tu veux publier la vidéo par exemple sur YouTube, tu pourras avoir la vidéo qui soit publiée directement sur YouTube. Moi, ce que je fais, en fait, tout simplement, c'est que il enregistre. Souvent, je mets la vidéo parce que je trouve que c'est plus convivial et plus sympathique. Mais j'exporte ensuite les deux personnes, entre moi et mon invité. Je les exporte, en fait, en pistes séparées. Donc, j'obtiens 2 fichiers au format WAV que je vais intégrer ensuite dans Hindenburg. Refaire un calage assez simple, puisque ils ont vraiment la même longueur, donc il n'y a pas de problème. Il suffit juste que je les mette bien au bon endroit. Et ensuite, je fais un montage. Et ça me permet de monter très rapidement mes épisodes et de pouvoir régler le niveau sonore entre moi et mon invité, parce que souvent dans Skype, il peut se passer, ou alors aussi ça dépend des micros, que mon son à moi soit plus fort, tout simplement parce que mon micro est souvent de meilleure qualité que le micro de mes invités, qui des fois enregistrent sans casque du tout, alors avec un casque chez eux où il y a un peu d'écho, et des fois il faut monter le son, il faut travailler un petit peu plus leur son à eux pour qu'il soit plus audible, de meilleure qualité. Et moi, ça évite que mon son à moi soit monté aussi. Donc j'arrive à égaliser en fait tout simplement les 2 pistes audio en faisant ainsi. Et c'est vraiment pour moi l'une des solutions que j'ai trouvé la plus simple, parce que ça fait longtemps que j'utilise ce logiciel-là. Donc le coût pour moi il est largement amorti, même si j'aurais pu le faire par d'autres logiciels. Il y a plein d'autres logiciels qui existent. Il y a aussi des services en ligne qui existent, mais pour moi, vraiment, je reste sur cet outil-là, même s'il y a beaucoup de gens qui disent du mal de Skype. Franchement, je crois que tout le monde a un compte Skype, tout le monde a Skype, et donc c'est souvent le plus facile de faire ainsi. Enfin, un dernier logiciel que j'utilise s'appelle Forecast. Alors c'est un logiciel qui n'existe que sur Mac, et qui permet en fait de retravailler, de recompresser plutôt mon fichier de podcast pour qu'il soit en MP3 et que je le mette dans la bonne qualité. Ce que je veux dire la bonne qualité en fait, c'est que si c'est du solo, je le mets en mono, et vraiment en mono en 64, donc ce qui veut dire qu'en fait il va être très compressé, mais finalement j'ai pas de son, il n'y a pas de musique, etc. Il n'y a que ma voix, donc c'est pas du tout gênant, et donc il va être très léger ensuite quand les gens vont vouloir le télécharger. Ce qui m'intéresse
pour des questions de stockage, de rapidité de téléchargement, de confort pour toi en tant qu'auditeur, hein, il va rapidement arriver, même si c'est dans la rue, je vais pas te bouffer tout ta 4G en te mettant un format qui soit de très très bonne qualité, alors que tu ajustes ma voix. Je fais une compression en stéréo un peu plus faible, mais vraiment je suis en stéréo, quand j'ai des interviews, parce que tout simplement ça permet de mieux distinguer les deux voix, hein, ça évite que les deux voix soient trop proches, donc ça permet de mieux distinguer les deux voix, et donc là je les passe en stéréo. Il n'y a pas de question de droite, gauche ou quoi que ce soit dans les montages, il n'y a rien du tout là-dedans, c'est juste une question en fait que la qualité stéréo, quand tu as des invités, elle est meilleure, donc voilà, donc je le mets en stéréo, le fichier est beaucoup plus lourd, mais pour moi, en fait, je trouve que c'est les meilleurs compromis, et quand je fais des interviews, donc je fais comme ça. Ce qui se passe, c'est que dans Hindenburg, j'exporte un fichier en format de bonne qualité, hein, j'exporte pas le MP3 directement depuis Hindenburg, et ensuite je le passe dans Forecast, et j'exporte depuis Forecast en MP3, ce qui fait que sur mon ordinateur, en fait, j'ai les fichiers de meilleure qualité qui sont stockés, et j'archive non pas le MP3, mais le fichier de meilleure qualité. Ça prend un petit peu plus de place sur l'ordinateur, hein, parce que surtout quand tu as fait 800-900 épisodes de podcast, mais en fait, ça me permettrait, si un jour je les retravaillais, de réexporter dans d'autres formats. On va dire que je garde des masters, tu vois, un petit peu, ils sont format AAC, donc c'est un format qui est compressé, mais qui est moins compressé que le MP3, qui est de meilleure qualité, qui est meilleur, hein, soyons honnêtes, mais je m'en sers, je le diffuse pas parce que le MP3, tu es sûr qu'il soit écouté partout, et le MP3, au final, sera quand même beaucoup plus transportable, j'ai envie de dire. Quel que soit le téléphone utilisé par la personne, quel que soit le lecteur, quel que soit l'ordinateur, tu es sûr que le MP3, il pourra l'écouter, ce qui n'est pas forcément le cas de certains fichiers, de certains formats spécifiques Mac. Des fois, tu peux avoir des petits soucis. Moi, je me rappelle avoir eu quelques soucis. Au tout début, quand je commençais, je faisais pas trop attention au format des fichiers, et maintenant, je suis revenu systématiquement sur du MP3. Quoi qu'on en dise, ça reste le format le plus portable, même si c'est pas celui qui a la meilleure qualité. Mais ça, moi, après, je te l'ai dit, je suis pas dans la musique, et j'ai pas une oreille très 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 fine pour ça. Voilà, tu sais tout. Une fois que j'ai terminé mes podcasts, mon épisode est publié soit sur Spreaker, qui est un hébergeur de podcast, soit sur Acast, qui est un autre hébergeur de podcast. En fait, ça dépend du podcast, qui est Mode 42 est hébergé chez Acast. C'est une question de publicité, de contrat publicitaire. Et puis certains épisodes sont diffusés sur Patreon, c'est-à-dire pour les gens qui financent les podcasts en donnant un petit peu d'argent par épisode ou par mois pour chacun des podcasts, et ben je fais un épisode privé de podcast sur Patreon, et donc là aussi c'est du MP3, eux ils prennent vraiment du MP3, il vaut mieux mettre du MP3 d'ailleurs, pour la qualité c'est meilleur, et là tu as en fait les coulisses des podcasts, tu as par exemple mon journal d'entraînement dans Kilomètre 42, et tu as les coulisses de votre coach web dans lequel j'explique sur quoi je réfléchis, sur quoi je travaille, comment je travaille, quelles sont mes lectures, etc. Donc je te mets tous les liens dans la description de cette vidéo, et tu trouveras aussi un lien pour t'abonner à ma lettre, à mes mails quotidiens, dans lequel je t'explique, en fait, je te donne beaucoup plus d'astuces, beaucoup plus de conseils. En fait, tu as l'impression que je te donne beaucoup d'informations déjà sur YouTube ou dans mes podcasts, mais j'en donne encore plus dans les mails, et je donne une autre vision des choses, je te donne une autre manière, et donc c'est un petit mail qui est rapide à lire, mais qui te donne soit des outils, soit des astuces pour créer du contenu, pour avancer dans ta création de contenu, dans l'entrepreneuriat, dans ta réflexion sur comment créer du contenu, comment entreprendre, comment développer ta marque personnelle, comment réfléchir à créer du contenu, mais aussi comment t'organiser. Donc tu as tous les liens dans la description de cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!